Est-ce que l'école aide à vivre? Eh bien, il faut ajouter, est-ce qu'elle aide à vivre? Est-ce qu'elle peut aider à vivre dans une société démocratique qui a des exigences très différentes de celles d'une école d'un pays qui n'est pas démocratique? Il y a certaines sociétés dans lesquelles elle peut vous aider à vivre en récitant simplement, à l'âge de 5 ans ou 6 ans, des versets. Hein? Il y a d'autres pays qu'on a connus où l'enfant, il devait apprendre une idéologie, si vous voulez, de façon à pouvoir défiler gaiement. Alors, dans une démocratie, on est beaucoup plus exigeant parce que nous avons une certaine conception de l'homme et ce que nous voudrions à travers l'école, c'est voir s'épanouir des enfants qui ne vont pas à la dérive, ou tout au moins à la dérive par rapport à ce que nous pensons être le droit chemin. Et je voudrais vous citer quelque chose qui m'a beaucoup frappé il y a très peu de temps, il y a 1 an. La vice-ministre de l'Éducation nationale chinoise a visité une école avec nous, une école dans laquelle on essayait d'introduire un nouveau type d'éducation. Elle en est sortie enthousiaste et elle m'a dit « Monsieur Jarpak, je viens de voir le plus bel exemple d'apprentissage au débat démocratique ». Quand elle m'a dit ça, je me suis dit « Elle veut dire quoi ?» Eh bien, elle voulait dire que dans son pays, dans lequel on voit un effort colossal pour franchir à grande étape, à grande enjambée, le retard qui les sépare du monde occidental et industriel, elle dit chez nous, les maîtres, ils ont la vérité. Il ne viendra à l'idée d'aucun élève de lever la main et dire à sa maîtresse, s'il a 7 ou 8 ans, « Madame, je crois que vous n'avez pas compris ce problème ». Et tout à coup, dans une école à 3, elle a vu des élèves qui débattaient entre eux, de débats démocratiques, qui débattaient avec la maîtresse, et la maîtresse qui leur disait « Je crois que je n'ai pas de réponse à votre question », parce qu'effectivement, en 36 heures, elle a une réponse sur un sur un site du web, de la toile, pardon, et où il y a 80 scientifiques bénévoles en veille qui donnent la réponse à la question des instituteurs. Ils sont d'ailleurs débordés. Et effectivement, elle est venue nous voir parce qu'il y a quelque chose qui se développe en France, qui se développe aussi dans d'autres pays comme la Suède, et qui se développera, à mon avis, à l'échelle européenne très rapidement, qui a un changement radical de la façon d'enseigner. Non pas, ça s'appuie sur la science, mais ce n'est pas destiné à faire des enfants des scientistes, au détriment d'autres disciplines, c'est destiné à en faire des honnêtes hommes. Et je m'explique si vous me donnez 2 minutes. Allez-y. Nous apprenons aux enfants à se servir d'un matériel très élaboré mais très simple pour découvrir la nature. Ils adorent découvrir la nature, ils sont fascinés par la nature, ils touchent à tout, ils cassent tout. Là, on leur donne des objets qui leur permettent de comprendre les différents états de l'eau ou des choses de ce genre. Et ils font des expériences, mais on leur apprend à faire une hypothèse, à vérifier si cette hypothèse est vraie en faisant des expériences par petits groupes de 4, donc à discuter entre eux, à tenir un cahier d'expérience. Et quand on voit le cahier d'expérience au début et à la fin de l'année, c'est le jour et la nuit. Si je vous en parle comme ça, c'est très simple à dire, mais en fait, nous sommes un certain nombre de gens à l'Académie des sciences, dans des grandes écoles, des professeurs et des élèves, à avoir été enthousiasmés par le caractère dynamique de cette approche. Alors le but, on leur apprend la science, mais on leur apprend surtout à réfléchir, à dire est-ce que ça c'est vrai ou pas vrai? Comme ça, si un type leur dit moi j'ai vu quelqu'un léviter, hein, eh bien léviter L-E-V-I-T-E, eh bien ils disent est-ce que c'est bien vrai ou c'est pas vrai, hein? On les rend sceptiques et même les autres matières, les instituteurs nous ont dit que les autres matières qu'ils enseignent, c'est plus pareil depuis qu'ils ont ces cours 3 fois par semaine. Parce qu'il y a une pratique du langage aussi. Hein. Alors, ils apprennent à lire, à débattre entre eux. Et on a vu des enfants qui vraiment, il y a des écoles dans lesquelles vous avez 35 nationalités, des enfants qui vivent en retrait sur eux-mêmes et qui tout à coup rentrent dans la bagarre, polémique. Hein, ils apprennent à communiquer, à lire, à écrire. Et par conséquent, pour nous, ce n'est pas un enseignement des sciences, on se sert de la science et on se sert de la curiosité des enfants. Et en même temps, évidemment, si on leur apprend des choses qui peuvent leur servir plus tard dans la vie, pourquoi pas? Et les sciences, ça joue un rôle tellement énorme maintenant
qu'il n'est pas bon qu'il y ait une population totalement illettrée. Dans les illettrés, je mets les énarques et tout ça, hein, parce que je prends les gens qui ont eu un enseignement scientifique et pas simplement les gens qui croient que même parfois ils ont appris les sciences parce qu'ils ont suivi des cours, qu'ils ont eu 12 sur 20, ils ont eu la moyenne, donc ils connaissent les sciences. Hein. J'arrêterai... On les tous un peu illettrés finalement. Hein, vous voulez que je m'arrête? Non, non, allez-y. Mais... J'arrête sur un point. En France, j'ai découvert avec horreur qu'en France, 60% des gens qui ont un diplôme d'études supérieures de l'université littéraire croient dans les phénomènes paranormaux, les extraterrestres, l'astrologie. Chez les scientifiques, c'est mieux. C'est quand même rassurant, il n'y a que 55%. Vous êtes dans les 45 ou les 50? Mais chez les paysans, aux merveilles, il n'y a que 18%. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre ce luxe. Vous voyez, ils sont obligés d'être plus raisonnables. Alors, il faut donc revoir complètement l'enseignement scientifique. Il faut enseigner la science aux poètes parce que c'est merveilleux. Et il faut l'enseigner aux artistes, il faut l'enseigner aux énarques, il faut l'enseigner à tout le monde. Et il faut améliorer l'enseignement scientifique donné aux gens qui se préparent aux grandes écoles. Alors, démarche participative de l'enfant, démocratie scolaire, on pourrait presque dire. Et puis, alors là, j'ai presque l'impression qu'on retrouve la logique de la loi Jospin de 89. Et puis, d'un autre côté, on a presque un autre film avec la violence scolaire, le prof qui fait uniquement de la pédagogie, l'enfant qui ne reconnaît plus l'autorité, et avec là la nécessité de remarquer des repères qui sont un peu perdus. Est-ce qu'on peut concilier les deux ? Vous savez, vous parliez effectivement de la loi de 89, mais bien avant et depuis que le système éducatif est organisé comme il l'est, il y a eu des pédagogues qui se sont interrogés. Et en disant cela, je pense en particulier à Célestin Freinet, qui a été en la matière un de ceux qui ont justement amené le système éducatif à travers ses maîtres à s'interroger sur la relation enseignant-enseigné, sur la relation entre le maître et l'élève, pour prendre le langage consacré. C'est-à-dire que si aujourd'hui on s'interroge sur l'éventuelle dualité d'approche, faut-il l'autorité ou faut-il beaucoup de libéralisme, je crois que les deux ne sont pas inconciliables. Si on part finalement d'un certain nombre de principes simples, d'abord, le premier, c'est que l'école, de l'école maternelle à l'université, mais même au-delà, d'une façon générale, le vocabulaire est peut-être pas tout à fait aussi beau que le mot école, mais le système éducatif, dans un pays démocratique, et là, l'idée soulignée par Georges Charpak est tout à fait bonne, l'école, le système éducatif doivent en permanence se remettre en question, ne serait-ce que pour adapter à une société qui est en perpétuelle mutation et par rapport à laquelle il faut tenir compte justement de ces évolutions. Sinon, on a un système éducatif qui se sclérose et donc cela est forcément contraire à sa mission. Car quelle est sa mission ? Toujours dans une société démocratique, mais il faudrait souhaiter qu'elle le soit dans tous les pays du monde, c'est justement de développer l'esprit critique de l'individu. Et on commence très jeune chez l'enfant à développer cet esprit critique qui va lui permettre, le moment venu, de faire la part des choses par rapport à des religions, par rapport à des idéologies, par rapport à des problèmes de société tout simples et auxquels on peut être confrontés tous les jours. Et il y en a dans notre société contemporaine, en France aujourd'hui, de ces problèmes sur lesquels le citoyen, mais l'enfant peut déjà s'y préparer, est amené à trancher, à prendre une position. Donc je pense que l'école, sa mission essentielle, c'est de préparer, vous l'avez dit, le citoyen, mais aussi... Il y avait cette formule dans la période 45-70, je vais dire, défendue, portée par les promoteurs ou les défenseurs de ce plan Langevin-Wallon, qui a été la référence et qui a trouvé une certaine forme de concrétisation dans la loi de 89. Il y avait cette idée selon laquelle l'école doit préparer le citoyen, le travailleur, l'homme en général, et évidemment c'était dans le sens le générique, l'homme et la femme. Donc, on est proche de l'apprendre à vivre. Hein. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Donc
l'école est en permanence à réinventer, mais derrière cette notion, derrière ce concept, ou ces quelques idées qui ne sont pas des vérités et que chacune et chacun connaît bien, se pose en permanence alors, en regard des responsables politiques. Il y a le ministre, il y a un parlementaire, président d'une assemblée locale, de collectivité territoriale. Pour le politique se pose le problème des moyens que la collectivité, que ce soit l'État ou le département pour ce qui me concerne, met en œuvre pour que l'école remplisse cette mission. Et là, il y a forcément des choix qui peuvent être appréciés différemment selon la mission que l'on confie à l'école, selon la conception que l'on a à l'école. Et je lis, je ne fais de procès évidemment à personne, mais j'entends en ce moment que d'aucuns auraient tendance à considérer que l'enseignement, l'éducation, ça peut s'apparenter à une marchandise. En d'autres termes, qu'elle doit être rentabilisée. La Cour des comptes, dans un récent rapport même, présente quelques conclusions qui mériteraient sans doute un long débat. Elle dit que la concentration des moyens, oui. la progression des moyens, les chiffres ont été rappelés par Xavier Darcos, ne donne pas forcément des résultats à la hauteur de cette mobilisation financière. Si c'est une impression comptable, c'est une question d'évaluation. Si c'est une question comptable, on regarde l'utilisation des fonds publics, ça peut en effet se discuter. Mais je considère, pour ce qui me concerne, que les moyens ne seront jamais suffisants par rapport à la mission du système éducatif, parce que dans une société, il y a d'autres choix et que le citoyen n'est pas forcément prêt à mettre davantage pour le système éducatif en même temps qu'il met pour la santé, pour sa sécurité, la police et la justice en ce moment, c'est d'actualité. Et donc, il y a en permanence ce choix à faire pour les responsables politiques de la répartition de ces moyens. Donc, je pense que si, sur ce thème-là, il y a des volontés politiques fortes qui s'affirment, et en 1989, quand Jospin était ministre de l'Éducation nationale, il l'avait affirmé à travers cette loi d'orientation, et j'avais modestement accompagné cette mission. Je pense que nous étions là dans cette logique selon laquelle nous voulions faire de l'école le berceau de la République, c'était d'ailleurs une formule utilisée, un lieu où il y a la possibilité pour chaque enfant, quelles que soient ses origines sociales, religieuses, la philosophie de ses parents, de devenir le citoyen, le travailleur, l'homme dont la société a besoin. Est-ce que apprendre à vivre comme mission pour l'école, c'est apprendre à vivre dans l'entreprise? Est-ce que l'école doit passer sous les fourches caudines des besoins des entreprises et en quelque sorte se plier à cette logique économique, alors même que le savoir ou la culture échappe très largement à toute logique économique? Évidemment, cela dépend du niveau dont on parle. S'il s'agit de poser la question de savoir si la formation de base, je dirais jusqu'au baccalauréat en gros, exception faite peut-être du baccalauréat professionnel qui est très orienté vers l'insertion, s'il s'agit de savoir si le lycée doit être inscrit dans une perspective d'insertion directe des jeunes dans une logique d'entreprise, de les préparer à être simplement les futurs employés ou les futurs cadres de l'entreprise, je crois que non. Ce n'est pas dans cet esprit que nous travaillons. Mais il faut aussi prendre conscience que l'école, elle prépare des jeunes à avoir des métiers, à avoir des responsabilités, et que dans les 10 ans qui viennent, il y a 500 000 entreprises qui vont changer de dirigeants. Et il faut bien que quelqu'un prépare ces entreprises demain à avoir ces dirigeants-là. Alors ce n'est pas se soumettre à quelque idéologie libérale ou à préparer je ne sais quoi, il y a une chair à canon pour le MEDEF que de dire cela. C'est constater tout simplement que l'école doit, à un certain moment, une fois que la formation de base est assurée à tout le monde, faire en sorte que les jeunes s'inscrivent vraiment dans le social et dans les métiers. Je dois dire d'ailleurs que je crois que l'approche, excusez-moi de le dire, parce que je l'aperçois à travers ces diverses interventions, l'approche idéologique pour la question scolaire n'est pas si bonne que ça, en fait. Par exemple, tout à l'heure, vous opposiez, on va prendre un exemple simple, Monsieur Kessler, vous opposiez, ou je sentis un petit peu l'approche de Georges Charpak et ce que je dis sur l'autorité. Eh bien, vous avez tort, si je puis me permettre de vous le dire, parce que je suis un grand défenseur des théories de Georges Charpak. Il vous le dira, nous l'avons même presque lancé ensemble en France, tous les deux. Lorsque j'étais directeur de Cabinet de François Bayrou, nous sommes allés à Chicago voir ça. Il n'y a pas d'opposition de fond. Ce que nous cherchons ensemble, c'est pas d'un côté, il y aurait
ceux qui défendraient l'autorité de savoir et qui parleraient devant des classes silencieuses où des bûches copieraient à la plume doigt ce qu'on leur dicterait. Et puis de l'autre côté, des inventeurs, des imaginatifs qui aimeraient les enfants, qui voudraient s'exprimer. Cette vision est évidemment absurde, elle est inepte, elle ne correspond à rien. De même, il n'y aurait pas d'un côté ceux qui disent qu'il faut à tout prix que ces étudiants ils deviennent ensuite des gens prêts à se soumettre aux diktats des patrons. Puis de l'autre côté, il y aurait des gens qui diraient mais pas du tout, il faut que l'université elle soit ouverte, elle forme des esprits libres, il faut surtout qu'ils se méfient de cette logique-là. Tout cela est inepte, évidemment. Il y a un système éducatif très vaste, très large, qui essaie de répondre aux besoins des gens, aux besoins très variés des gens. Il y a une immense variété de demandes scolaires selon les territoires et selon les personnes.